C'est la deuxième alerte des scientifiques sur l'état de la planète depuis le sommet de la Terre à Rio. C'était en 1992. 15 000 scientifiques donc, 184 pays qui viennent de publier dans la revue Biosciences un avertissement à l'humanité. On en parle avec notre invité Agnès Fèvre. Pierre-Henri Gouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste spécialisé en biodiversité au Muséum national d'histoire naturelle. Alors à lire l'avertissement que vous avez co-signé, notre planète va plutôt mal. Elle est dans quel état ? Elle est dans l'état d'un système dynamique complexe, extrêmement complexe. Tout le monde peut s'en douter. Ça va depuis la complexité du fonctionnement physique de l'atmosphère, des océans, de tout ce qui peut se passer au niveau de la planète physique, et puis toute la complexité du monde vivant qui ajoute encore une couche de complexité. Tout ça, c'est quelque chose de non seulement complexe, mais aussi de dynamique. Et actuellement, on constate que cette dynamique, eh bien, elle va vers ce qu'on appelait un effondrement. C'est-à-dire que tout est en train de se casser la figure. Donc les forêts ont disparu, les ressources en eau s'amenuisent, c'est ça dont vous rendez compte ? Les ressources en eau s'amenuisent, le climat est en train de franchir des limites qu'il n'avait pas franchies depuis belle lurette. Les effectifs des populations d'êtres vivants s'effondrent. Et donc voilà, je pense qu'il est temps que pour nous scientifiques de dire à nos contemporains que si jamais ils veulent laisser une terre vivable pour leurs enfants, il va falloir qu'ils se dépêchent beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent, Pierre-Henri Gouillon, puisqu'après 3 ans de stagnation, on apprenait là cette semaine que les émissions de CO2 sont reparties à la hausse en 2017, 2% de plus par rapport à 2016. C'est assez désespérant quand même ce qui se passe en ce moment sur la planète, non ? Ça a un côté désespérant. Il y en a qui désespèrent complètement. Moi, je fais pas partie de ceux qui désespèrent complètement. Il y en a qui sont très optimistes, qui disent « Oh, mais on va leur expliquer, ils vont finir bien par prendre les bonnes décisions ». Moi, je suis un peu intermédiaire. J'ai tendance à penser qu'on fera pas l'économie de catastrophes d'ampleur relativement grande, mais que peut-être si on a suffisamment averti les gens avant, quand les catastrophes surviendront, ils sauront ce qu'il faut faire au moins. C'est d'ailleurs tout l'objet de cet appel. Vous dites il sera bientôt trop tard, donc on peut encore agir. Ça dépend ce qu'on appelle trop tard. Si jamais, pour moi, il est déjà trop tard pour éviter des choses très désagréables. Par exemple, dites-nous quoi, par exemple, le réchauffement climatique, 2 degrés, c'était déjà beaucoup, et c'est peu probable qu'on arrive à limiter à 2 degrés, voilà, dans l'état actuel des choses. Donc, même si jamais les choses se stabilisent, vous voyez, on espérait que ça allait diminuer, ça augmente, donc en réalité, on sait bien qu'on n'est pas capable de réagir à la vitesse qu'il faudrait. Et donc, espérer que tout d'un coup, tout va changer du jour au lendemain, ça me semble pas raisonnable. Mais donc voilà, il est trop tard pour qu'on subisse pas des conséquences très désagréables de ces questions. Maintenant, il est encore temps de prévenir les gens pour que quand ces conséquences arriveront, ils soient capables de réagir assez vite. Sachant que de toute façon, entre le moment où on réagit et puis le moment où les choses s'arrangent, il y a un délai de plusieurs dizaines d'années. Oui, alors vous dites il est trop tard pour le réchauffement climatique, mais quels sont les changements qu'on peut encore mettre en œuvre ? Non, mais il n'est pas trop tard pour le changement climatique, parce que si on met vous dites pour les 2 degrés, non, 10 fois pire. Pour les 2 degrés, là, on est mal parti pour contenir le réchauffement dans la limite des 2 degrés. Ça voilà, c'est ce que vous venez de dire. Ça pour les 2 degrés, voilà. Pour moi, j'y crois plus, mais bon. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce que là, il y a pas mal de préconisations, il y en a plus d'une dizaine. Quelles sont celles qui sont réalisables aujourd'hui ? Pour moi, tout est réalisable. Ça va depuis le fait de faire ce qu'on peut pour que la démographie humaine reste dans des limites convenables, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des gens tellement pauvres qui sont obligés de faire des enfants pour pouvoir assurer leur survie, et qui en plus n'ont pas d'éducation, pas accès à la limitation des naissances, etc. Ça fait partie des choses qui sont évidemment souhaitables. Il y a aussi le fait de limiter l'utilisation de gaz à effet de serre, le fait d'arrêter de faire une agriculture qui déforeste à fond et qui règle le tout avec de la chimie, le fait d'utiliser des carburants fossiles en quantité, de subventionner ce qui va dans le mauvais sens en subventionnant peu ce qui va dans le bon sens. Donc voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites très rapidement. Donc si vous parlez de faisabilité, tout est faisable. Si vous parlez d'acceptabilité, qu'est-ce que les gens sont prêts à accepter, ça c'est plus compliqué. Je ne sais pas exactement ce qu'il faudra qu'ils se produise pour que les gens se mettent à comprendre qu'il faut qu'ils acceptent de faire des efforts. À réduire la quantité de viande qu'on mange tous les jours, c'est pas très compliqué. Simplement, il faudra que les gens soient conscients du fait que c'est important. Mais il y a un autre aspect. Il y a 2 aspects. C'est l'acceptabilité pour l'ensemble des humains, d'une part, et puis la capacité de nos systèmes politiques à résister à des lobbies qui vont jouer contre toutes ces modifications
Pierre-Henri Gouillon, pourquoi la première mise en garde des scientifiques, donc en 92, avait eu si peu d'écho, et est-ce que vous êtes plus positif, plus enthousiaste, en tout cas cette année, là, avec cette mobilisation énorme, 15 000 scientifiques à travers le monde? Oui, je pense que c'est intéressant. La première, ce qui s'est passé, qui a été extrêmement désagréable, c'est qu'il y a eu immédiatement une contre-pétition qui a été signée par des tas de scientifiques aussi, qu'on appelle l'appel de Heidelberg. Alors, ça dépend où, hein. Aux USA, la première a quand même eu un peu de succès, mais en France, on n'a pratiquement parlé que de l'appel de Heidelberg, qui au contraire disait attention aux écologistes, ils peuvent être irrationnels, il faut absolument maintenir un progrès technique qui réglera tous les problèmes de l'humanité, etc. Je pense qu'il faut arrêter de croire que la maîtrise technique permettra de tout régler. Il y a des choses qu'on n'est pas parfaitement incapable de maîtriser techniquement dans la complexité de notre planète, et là, c'est pas de la maîtrise technique qu'il faut, ou si c'est une maîtrise technique, c'est une maîtrise technique qui prend en compte la complexité du système. Si vous voulez, l'agroécologie, par exemple, c'est une maîtrise technique bien plus grande que le fait de faire des biotechnologies. Mais c'est pas du tout la même. C'est une maîtrise des systèmes complexes, alors que les biotechnologies, c'est de la grosse artillerie lourde où on va bombarder des nouveaux gènes dans des génomes en croyant qu'avec ça, on va régler tous les problèmes. C'est pas du tout le même type de maîtrise technique. Et vraiment, il faut qu'on réoriente notre maîtrise vers une maîtrise de la complexité, et non plus une maîtrise de petits éléments comme l'ADN ou chaque molécule du monde vivant. Ça, on n'y arrivera pas. Jean Guilaine, je vous voyais réagir. Non, pas particulièrement, sinon que je suis de tout cœur avec mes collègues. C'est déjà pas mal, ça fait 15 000 plus 1, voilà. Dans Jean Guilaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'appel de Heidelberg a été signé par de nombreux scientifiques, à mon avis, totalement innocents. Ça a été bien décrit dans le dernier article. Ils n'étaient pas vraiment article. conscients de ce qu'ils signaient. Ah, pas du tout, ils savaient pas du tout que c'était le lobby des producteurs d'amiante qui avait lancé le truc. Hein. Et d'ailleurs, on le savait, personne ne le savait, on se doutait que c'était des lobbies de technologie et pas du tout des gens qui s'occupaient réellement d'écologie, mais de là à savoir que c'était des producteurs d'amiante, ça on le savait pas. Je pense que beaucoup de gens qui ont signé l'appel de Heidelberg, s'ils savaient ce qu'ils ont signé, seraient extrêmement malheureux. Pierre-Henri Gouillon, est-ce que c'est aux citoyens aujourd'hui d'exiger des politiques qu'ils aillent plus vite pour mettre en œuvre justement tous ces changements nécessaires? Bien sûr, c'est aux citoyens de l'exiger, mais on peut aussi espérer que les politiques eux-mêmes vont se rendre compte qu'ils ont une mission maintenant planétaire, ils ont une responsabilité énorme vis-à-vis des générations futures. Le futur jugera de leurs actions là aujourd'hui, et s'ils continuent simplement à céder aux plus forts et aux lobbies qui ont le plus de moyens, eh bien c'est clair que dans l'avenir on pourra dire que ces dirigeants ont été totalement incompétents. Merci beaucoup Pierre-Henri Gouillon en tout cas pour vos explications à la suite donc de la signature par 15 000 scientifiques dans le monde de cet appel qui a fait la une du Monde hier et qui a été publié dans la revue BioScience. Merci beaucoup à vous et Agnès, à très bientôt. À bientôt.